Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e webinaire de l'Orange Lab France. Donc en 2 mots, l'Orange Lab France, c'est l'accélérateur de start-up d'Orange. Donc on accélère en ce moment 9 nouvelles start-up pour la saison 7 du programme Original et 4 start-up pour le programme Telecom Tracks. Je vous présente Thomas Poinsard, président de Mon Réseau d'Experts, qui va donc vous présenter aujourd'hui un webinaire sur le thème de créateur ou chef d'entreprise, comment protéger son patrimoine. Il est donc ingénieur patrimonial et également donc concerné par toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à profiter de ce webinaire pour l'interroger et résoudre vos difficultés. Bon courage Thomas. Merci Caroline. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme disait très bien Caroline, donc en effet, je suis donc cofondateur, président d'un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale qui s'appelle Mon Réseau d'Experts. Donc comme je disais, c'est une thématique qui m'est somme toute très particulière parce que moi aussi, en tant que chef d'entreprise et président, donc en mandataire social, en gros, je suis directement concerné par les problématiques que je vais aborder aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas à me poser les questions en cours et j'y répondrai en fin de webinaire. Donc voilà, alors le sommaire, histoire d'avoir une petite idée de comment va se dérouler ce webinaire. Tout d'abord, une petite introduction sur la méthodologie, comment se déroule la réponse à une problématique, notamment dans le cas de mon réseau d'experts. Et puis, un petit état des lieux pour aujourd'hui les chefs d'entreprise, quels sont les enjeux de bien protéger son patrimoine à l'heure actuelle. Et pour y répondre, il y aura donc 2 dimensions, une au niveau de la personne, donc de l'individu, donc dimension personnelle, ainsi qu'un contexte avec les risques et bien évidemment les solutions à ces mêmes risques, donc les mesures de protection. Et enfin, dans un second temps, on verra la dimension professionnelle, toujours pareil, avec le contexte juridique du chef d'entreprise, ainsi que les risques associés, et enfin les solutions. Donc, hop, c'est parti. Tout d'abord, donc sur la méthodologie, pour répondre à une problématique au sein de mon réseau d'experts, il y a toujours 3 temps qui sont selon nous essentiels. Donc tout d'abord la dimension juridique, que l'on va traiter aujourd'hui essentiellement. Ensuite, la dimension sociale, donc en gros va être les aléas qui pourraient impacter le chef d'entreprise dans la réalisation de son projet. Et enfin, la dimension patrimoniale, donc réellement là pour accélérer et accompagner le développement. Donc ces 3 angles, on les a réalisés intégrés dans le cadre d'une matrice, parce que ces 3 angles vont être du coup abordés en 3 niveaux, au niveau de l'individu, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la société, et enfin au niveau de la croissance. Aujourd'hui, compte tenu de la thématique et du temps aussi qui nous est accordé, on va s'intéresser sur la partie juridique de l'individu et sur la partie juridique de la société. Alors pourquoi avoir réalisé cette matrice? Comme je vous disais juste avant, on s'est rendu compte notamment d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, pour un créateur et chef d'entreprise, l'importance d'être bien accompagné est essentielle, voire même vitale. En effet, selon l'INSEE, le taux de survie après 5 ans d'une entreprise sans accompagnement est de 52%, donc une chance sur 2. J'insiste, indépendamment du business, c'est réellement l'accompagnement des professionnels tout autour, donc des conseils du chef d'entreprise. Avec un bon accompagnement, ce taux passe à 66% de réussite, soit 2 personnes sur 3. C'est ce qu'on se propose notamment, nous, d'accompagner donc le créateur d'entreprise pour qu'il puisse avoir toutes les chances de réussite, indépendamment du coup du business dans lequel il est. Donc, comme je vous disais, on va réaliser cette analyse en 2 temps, la dimension personnelle et professionnelle. On va commencer par la dimension personnelle parce qu'une société est avant tout composée d'individus. Donc, pour la dimension personnelle, il y a tout d'abord un contexte juridique. En effet, vous avez donc, par définition, vous êtes soit dans un régime séparatiste ou un régime communautaire. Donc en gros, vous êtes marié ou pas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous n'êtes pas marié à ce jour, ça peut être un projet, ou alors ça peut vous concerner aussi, parce que si vous vous associez dans le cadre notamment d'une structure, d'une société, les autres associés peuvent, quant à eux, être mariés et impacter aussi la gestion. Donc en gros, soit vous êtes sur un régime séparatiste ou un régime communautaire, donc un mariage. Ce mariage, par définition, et notamment les statistiques prouvent que 8 personnes sur 10 se marient sous le régime légal, donc un régime de communauté de biens réduits aux acquis, donc un régime de communauté. Et donc, c'est à partir de ce postulat-là où les problématiques vont commencer à intervenir, que ce soit au cours de vie de la société, mais malheureusement aussi en cas de rupture, notamment divorce, ou même décès de la personne mariée. Donc j'insiste bien sur ce point-là, même si aujourd'hui vous n'êtes pas marié,
mais que ça va être un projet dans les prochaines années ou même dans un futur plus ou moins proche, ça vous concerne, mais aussi si vous vous associez avec des personnes qui sont elles-mêmes mariées. Donc en gros, quels sont les risques à partir de ce postulat-là? C'est que les risques du mariage vont entraîner certaines difficultés, notamment dans le fonctionnement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est marié pour tout ce qui va être acquis après la date du mariage, sous un régime légal, ça va être commun aux deux époux. Et donc, étant donné que c'est un bien commun, la qualité de l'associé va être différente selon la forme de la société. Et pour ça, vous avez les sociétés par action, donc type SA, SAS notamment, et les sociétés de personnes, SARL, société civile, SCI. Et ce qui va se passer, c'est que le bien sera commun aux deux époux, quand bien même l'époux n'a pas de rôle à proprement parler à jouer. Ceci dit, étant donné que c'est un bien commun, il va pouvoir revendiquer sa qualité d'associé et donc venir interférer notamment dans les prises de décision. Donc c'est simple, pour la société par action type SA, SAS, il ne va pas avoir de qualité d'associé, ça va simplement être la personne qui constitue la société qui le sera. Ceci dit, dans les sociétés de personnes type SARL, SCI, SC, il va avoir légalement le droit de revendiquer sa qualité d'associé. Et quand bien même l'apporteur n'informerait pas donc le conjoint de cette possibilité, la loi peut annuler de façon pure et dure la constitution de la société. Donc vous voyez, il y a un réel enjeu, notamment en termes de fonctionnement et de prise de décision. Et donc que ce soit qu'il soit associé ou non, mais par de facto c'est un bien commun, alors le conjoint a tout de même un droit de regard et peut intervenir pour les actes stratégiques, type acquisition d'actions, cautionnement de l'entreprise, et donc pareil, venir avoir une capacité de blocage ou de regard sur les décisions prises par l'entreprise. Enfin, dans un autre temps, il y a aussi les considérations financières. En effet, étant donné que les biens sont communs et donc du coup les titres acquis sont eux aussi communs, les créanciers professionnels pourront venir saisir en cas de difficulté de paiement, bien évidemment la société, mais aussi le patrimoine donc, du chef d'entreprise, mais aussi de son conjoint, dans la mesure où les titres, bien évidemment, encore une fois, sont communs. Donc là, c'était vraiment les règles de fonctionnement et les problèmes du mariage en termes de fonctionnement et des considérations financières, mais aussi il y a des risques concernant le divorce. Alors je sais que c'est pas reluisant de parler de divorce, mais malheureusement en France aujourd'hui, un mariage sur deux se termine en divorce, donc c'est quand même une problématique à prendre dès le début en considération, notamment en termes de stabilité et de transmission, parce qu'il a été jugé par les tribunaux, donc ce qu'on appelle l'ensemble des jugements des tribunaux correspond à la jurisprudence. Donc la jurisprudence aujourd'hui est très fournie en la matière, a défini qu'en cas de querelle conjugale, qui serait de nature du coup à paralyser la société, donc dans son exercice, est un motif légitime pour ni plus ni moins la fermer. Donc c'est pareil, si les titres sont communs et qu'il y a un problème dans les prises de décision, ça peut être une raison pour fermer la société. Enfin, en cas de partage des actions, donc en gros en cas de divorce, si les actions reviennent au conjoint, pareil, les associés pourraient quant à eux avoir un droit de regard ou pas, compte tenu de la forme juridique. En clair, si vous êtes en SARL ou les sociétés de personnes, toujours pareil, sociétés civiles et autres, là, les associés peuvent bloquer, entre guillemets, l'entrée du conjoint, alors qu'en SAS, ce n'est pas le cas. Ce n'est inapplicable. Donc, vous voyez quand même à quel point les enjeux peuvent être importants. Enfin, dans un autre temps, d'un point de vue financier, dans le cadre du divorce, la dissolution de la communauté, donc en gros le prononcé du divorce, et le jour où vraiment il y a eu le partage, les titres donc étant communs appartiennent à l'ancienne communauté et donc, le cas échéant, serait géré par un mandataire de justice. Donc, je vous laisse imaginer que si un mandataire de justice prend les rênes de votre structure et qu'en plus il veille du coup à préserver l'intérêt de la famille s'il y a des enfants par ailleurs, aucune décision ne sera prise. Donc les solutions pour remédier à ce problème, notamment d'un point de vue personnel, c'est de mettre en place un régime de séparation de biens, donc un contrat de mariage. Donc, en clair, le contrat de mariage le plus adapté pour le chef d'entreprise, ça va être le régime de la séparation de biens. Donc il va y avoir une indépendance patrimoniale, donc financière et de pouvoir, donc du coup de prise de décision. Donc cette séparation de biens peut être soit pure et dure ou avec une société d'acquis. Donc l'idée, ça va être de décider
qu'est-ce qui sera commun ou non entre les époux, ou alors dans un autre temps la participation aux acquis, qui est donc un autre régime matrimonial particulier qu'ils pourraient mettre en place. Et dans ce cadre-là, tout au long de la vie, donc de la gestion, il n'y a pas de souci, il y a une indépendance entre les deux époux. Par contre, en cas de dissolution, donc divorce ou décès, on va parler surtout du divorce, la personne qui s'est le plus enrichie des deux devra 50% de son enrichissement à l'autre personne. Il y a bien évidemment possibilité de retirer l'actif professionnel de cette même société. Donc en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est préférable, si jamais vous n'êtes pas encore marié, de réfléchir réellement à cette mise en place, surtout qu'au début, ça coûte que 400 € pour mettre un contrat de mariage devant notaire notamment, alors qu'en cours de vie, il va falloir attendre 2 ans entre le mariage pour changer de régime matrimonial, il faudra avoir un délai de 2 ans, et en plus de ça, le prix sera donc fonction des biens déjà acquis en communauté, puisqu'il faudra donc dissoudre la communauté. Et bien évidemment, il faudrait que ça respecte l'intérêt de la famille. Donc, vous voyez quand même, on a vu qu'il y avait quand même certaines problématiques, et en plus le coût est au début faible, 400 €, et peut très vite grimper. Donc voilà pour la dimension personnelle. Donc j'insiste, c'est pour ceux qui sont mariés, mais ceux aussi qui vont projeter de le faire dans plusieurs années, mais aussi pour ceux qui sont associés à d'autres personnes qui pourraient l'être. Maintenant, on va s'intéresser à la dimension professionnelle, toujours d'un point de vue juridique. En clair, le contexte est simple. Soit, lorsqu'on crée sa société, vous décidez de mettre en place une entreprise individuelle ou une société. L'entreprise individuelle, c'est la façon la plus simple et moins coûteuse. En gros, c'est gratuit de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, maintenant micro-entrepreneur, et de gérer une activité soit à plein temps, soit en parallèle d'un exercice de salarié que vous pouvez avoir par ailleurs. Ou alors la société, donc un peu plus engageante, notamment aussi financièrement, mais aussi par les règles de gestion qui lui sont inhérentes. Donc on verra un peu plus tard. Donc déjà, il faut bien dissocier ces deux types de contextes professionnels qui ont chacun leur propre problématique. On va commencer par l'entreprise individuelle, donc l'entrepreneur individuel. Quels sont les risques? Le principal risque, c'est d'avoir une confusion, il y a une confusion pure et parfaite entre patrimoine privé et professionnel. En clair, le tout, donc l'entreprise et le patrimoine perso par ailleurs ne représentent qu'une seule même masse commune. Donc s'il y a un problème de paiement d'un point de vue professionnel, type loyer de bureau, location de matériel pro, et les créanciers pourront directement venir se servir sur votre compte bancaire courant. Et si en plus vous êtes marié en communauté, comme on l'a vu juste avant, venir même saisir du coup le compte courant de votre conjoint. Donc il y a un réel problème d'interférence entre ces deux aspects qui ne forment qu'un. Donc la solution, elle va être de deux formes. Soit il y a des biens immobiliers constitués sur le patrimoine perso ou pas. S'il y a un bien immobilier, l'idée va être de mettre en place une déclaration d'insaisissabilité. Pourquoi? Pour protéger ni plus ni moins les biens immobiliers qui ne seraient pas affectés à l'exercice de cette activité. Comment? Par un acte notarié, et le coût, on est sur environ 400 € pour les frais de formalité. Si jamais il y a des biens immobiliers, donc voiture, épargne ou autres, dans ce cadre-là, il serait intéressant de mettre en place une déclaration d'affectation. Donc en gros, c'est affecter, c'est une déclaration que vous faites au registre du commerce ou au registre des métiers, tout dépend quelle profession vous exercez, pour affecter uniquement ce qui est lié à l'activité. Comme ça, ce qui n'est de facto pas lié à l'activité ne pourra pas être saisi. Le coût est en plus très faible, 2 € si vous le faites dès le début, dès la création de l'EIRL, ou peut monter à 60 € si vous le faites en cours de vie, parce qu'en fait, c'est juste des déclarations, des formalités à mettre en place. Donc, en clair, quand vous êtes un entrepreneur individuel et que vous voulez protéger votre patrimoine par ailleurs, deux choses, soit protéger des biens immobiliers, donc déclaration d'insaisissabilité, ou alors les biens immobiliers, déclaration d'affectation. Maintenant, quels sont les risques au niveau du dirigeant de société? Comme je disais, il y avait l'entrepreneur individuel, mais aussi la société. Donc là, la société, en fait, il y aurait les problèmes en cours de vie. Donc en cours de vie, ça va être quoi? Le financement d'exploitation. Par exemple, vous avez besoin de vous endetter et donc aller voir votre banque pour financer soit de la gestion quotidienne ou réellement un développement proprement parlé. Le système le plus classique, c'est le cautionnement. Donc en gros, c'est le banquier qui va venir prendre en garantie votre patrimoine personnel, donc auquel cas le distinguo pro-perso ne fonctionne plus.
Donc il existe, donc c'est une possibilité, hein. Sachez que c'est ce que le banquier va vous demander en premier, mais sachez qu'il existe d'autres choses, d'autres garanties et même d'autres mécanismes. Par là notamment la garantie à première demande, donc c'est-à-dire que vous vous engagez à payer une somme dès que le banquier le demande si jamais il y a un retard de paiement. Donc ça va pouvoir isoler une somme plus qu'isoler un bien dans son intégralité. Et bien évidemment, il existe d'autres mécanismes, notamment la mise en place d'une holding, pour vraiment permettre d'isoler la masse outil professionnel de l'outil perso. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui sur la holding, mais sachez que par ailleurs, si c'est des questions, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre et qu'en plus de ça, je suis sur le point de publier un livre, donc n'hésitez pas, mais après ce webinaire. Pareil, vous avez un autre sujet sur la responsabilité fiscale et sociale. Souvent, les associés pensent que la société doit payer et si elle ne peut pas, tant pis, je la fermerai. Non. En fait, si jamais il y a des impôts non payés, donc impôts sur la société ou même de la TVA non acquittée par la société, vous pouvez, en tant que dirigeant d'activité, être responsable et donc amener solidairement à payer ces dettes-là. Alors j'insiste sur le fait que soit vous êtes un dirigeant de droit, donc en gros vous êtes sur le cabis, hein, et donc là auquel cas vous êtes tout de suite désigné, mais ça concerne aussi les dirigeants de fait, donc ceux qui sont associés et qui ont un rôle de direction. Et enfin, dans un autre temps, pour tout ce qui va être travailleur non salarié, donc là on va être sur type SARL, les charges sociales sont avant tout une charge qui est propre au chef d'entreprise. Et souvent on pense que c'est la société qui la paye, mais à la base c'est l'individu qui doit la payer, mais c'est la société qui s'en acquitte. Donc pareil, si jamais il y a des problèmes de paiement de charges sociales, l'administration pourra donc engager votre responsabilité personnelle pour venir payer ces mêmes charges. Enfin, donc les deux derniers points sont quant à eux, n'interviennent qu'en cas de fermeture, donc ce qu'on appelle une procédure collective, donc en gros un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Et dans ce cadre-là, donc si vous pouvez être condamné à une faillite personnelle, ce qu'on appelle une action de comblement de passif. Et pour ça, en gros, c'est la société qui a donc des dettes et qui n'a plus d'actifs, donc de biens pour les payer. Si c'est le cas et que l'administration peut vous targuer d'avoir réalisé une faute de gestion, pareil, elle peut vous obliger à vous déclarer en faillite personnelle et donc à payer les dettes de la société. Donc pour ça, comme je dis, il faut quand même que deux conditions soient réunies, que la société soit en insuffisance d'actifs, donc elle n'ait plus de quoi payer les dettes, et qu'en plus de ça, vous ayez commis une faute de gestion. Alors cette notion de faute de gestion, pareil, là on a peu de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de définition propre, c'est surtout l'ensemble de la jurisprudence, d'accord, donc les décisions rendues par les tribunaux qui définit plus ou moins ce qu'est une faute de gestion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a trois thématiques. La première, c'est quand vous êtes chef d'entreprise et que vous utilisez la société à des fins personnelles, pour maintenir votre niveau de vie ou pour demander à la société de se porter caution pour les acquisitions perso ou demander un crédit à la société pour des achats perso. Donc ça, c'est une première thématique. La deuxième va être la mauvaise gestion sociale de la société. Donc, par une mauvaise gestion sociale, il y a aussi la gestion financière. Par exemple, vous n'avez pas respecté les normes sociales de mise en place de conformité, à savoir, je peux citer une complémentaire santé pour vos salariés, que vous avez réalisé des chèques en blanc ou alors vous avez mal géré les moyens de paiement de la société et donc du coup ça a généré une situation financière délicate. Donc pareil, ça c'est une deuxième thématique où c'est une faute de gestion qui peut vous être incombée. Et troisième sujet, ça va être un désintérêt pour les affaires de la société. Si vous êtes, pareil, dirigeant de droit ou de fait, surtout de droit, et que vous ne regardez pas ce qui se passe en interne, notamment en termes de comptabilité, en termes de dépenses, et que finalement la société ferme à cause d'une mauvaise gestion des dépenses, vous allez pouvoir être du coup incriminé de négligence et donc du coup d'une faute de gestion. Donc en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en plus de ces trois thématiques, le fait d'être inexpérimenté ou alors d'être de bonne foi ne vous exonère pas d'être taxé de négligence. Donc attention à ça. En clair, il faut que vous soyez actif, que vous soyez prudent et que vous montrez toute la diligence qu'un chef d'entreprise se doit à l'égard de sa société. Et enfin, donc, la banqueroute.
Donc là, c'est on va dire le pire des scénarios qui pourrait vous arriver, mais qui malheureusement existe, c'est la prison. C'est-à-dire qu'une peine pénale, dans le cadre où, en plus d'avoir une insuffisance d'actifs, mais que du coup la faute de gestion, quant à elle, soit manifestement frauduleuse. Que vous ayez soit tenté de dissimuler l'actif de la société, ou alors que vous ayez augmenté les dettes, donc le passif de la société, que vous ayez aussi volontairement mal tenu la comptabilité de la société, pourrait du coup vous entraîner d'une part le paiement du passif de la société, d'autre part une amende, et enfin une peine d'emprisonnement. Donc en gros, quelles sont les solutions lorsqu'on a une société? Eh ben, elles sont plurielles, ça va être un accompagnement sur 4 aspects. Malheureusement, comme entreprise individuelle, il n'y a pas de façon une déclaration qui permet de résoudre tous ces problèmes. Ça va être surtout un accompagnement sur 4 volets, juridique, social, fiscal et financier. J'ai cité quelques exemples, mais malheureusement, la liste n'est pas exhaustive. Sur la partie juridique, l'idée va être de limiter par exemple le droit des créanciers professionnels au patrimoine pro, donc soit mise en place d'une société ou d'une holding notamment pour cantonner l'outil professionnel, par exemple, déclaration de la cessation de paiement à temps. Si vous voyez des difficultés, tout de suite ne pas hésiter à le déclarer ou demander de l'aide à l'URSSAF. Réaliser des dépenses conformément à l'objet social, parce que oui, la société ne peut pas dépenser dans tout et n'importe quoi, il faut que ça soit dans son intérêt et conformément à l'objet social que vous avez indiqué dans les statuts. Sachez par ailleurs que si vous voulez changer l'objet social, c'est possible, hein, donc n'hésitez pas. Mieux vaut changer l'objet social et réaliser des dépenses par la suite que réaliser des dépenses qui ne sont pas conformes. Enfin, d'ordre social, quelques exemples que j'ai cités précédemment, notamment respecter les règles et les normes sociales type couverture sociale pour les employés qui est obligatoire depuis peu, déclarer et payer bien évidemment les charges sociales en temps et en heure, et ne pas utiliser la trésorerie de l'entreprise pour ses intérêts privés, qui est aussi appelé par ailleurs de l'abus de biens sociaux. D'un point de vue fiscal, j'ai cité notamment tenir une comptabilité claire et rigoureuse, qui de prime abord semble assez logique, mais qui parfois est comment dire, déchargé à l'expert comptable, alors que vous devez valider ce qu'a informé l'expert comptable sur les bilans. Pour la petite histoire, en tant que président, je me dois de regarder les bilans en fin d'année et de les déclarer conformes. Donc la responsabilité d'avoir une comptabilité claire et rigoureuse, l'expert comptable aide le dirigeant d'activité, mais c'est à vous de vérifier que les données sont quand même conformes à la réalité. Pareil, pour tout ce qui est déclaré et paiement des impôts divers et variés, impôts sur les sociétés, TVA, à vous d'être en charge et d'assurer la bonne gestion des déclarations et des paiements. Et enfin, d'ordre financier, c'est pareil, le spectre est assez large, mais là, l'idée, ça va être, par exemple, d'éviter le recours abusif au crédit, hein, coûte que coûte pour financer son activité, de dépenser de la trésorerie de l'entreprise de manière profitable, et non pas, comment dire, avec des coûts de revient qui sont égaux à la marge, dans le sens où il faut que ça soit profitable pour l'entreprise. Donc, avoir toujours cette idée que l'entreprise doit marger sur l'ensemble de ses dépenses et sur l'ensemble des opérations qu'elle met en place. Donc voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour et notamment avoir essayé d'être concis dans le temps qui nous a imparti. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous souhaite bon business et à bientôt. Et maintenant, je suis disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, j'ai une question. Dans le cadre de l'EURL, on est plus proche de la SAS ou de la SARL? Alors, comme je disais, il faut distinguer les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Sociétés de capitaux, ça va être toutes les sociétés type action, donc type SAS, SA, et toutes les entreprises de sociétés de personnes. Les sociétés de personnes, ça va être où l'institut personnel, donc le rôle des associés et leur lien est beaucoup plus fort. Et donc l'EURL notamment est un lien direct avec une seule personne, et la SARL, elle aussi, est une société donc mix ou qui se rapproche plus de la société de personnes. Donc l'EURL est plus à rapprocher à la SARL dans la mesure où elles sont toutes deux des sociétés de personnes. Donc voilà pour la première question. Donc, en gros, pour faire le lien, si c'est une société de personnes, pour rappel, plusieurs vigilances, hein, que ce soit dans les biens communs et donc dans le rôle du conjoint dans les prises de décision
si la SARL est commune. Alors, au regard de la richesse des informations, le support est-il disponible? Eh bien, écoutez, je demande confirmation et oui, il est disponible. Alors, c'est pour ça que je tenais quand même à vous présenter à l'oral dans la mesure où c'est dense et ça va nourrir plusieurs questions. Parce que chaque cas étant individuel et avec des considérations qui lui sont propres, n'hésitez pas surtout à poser des questions pour rentrer plus dans le détail de votre situation et ne pas prendre comme argent comptant les considérations juridiques et fiscales présentées. Alors, pareil, je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois que des personnes sont en train d'écrire. Merci en tout cas. Je vois qu'on me salue, donc je vous salue aussi. Et qu'on me remercie pour l'intervention. Une personne est en train d'écrire la question, donc je vais attendre quelques instants. Alors, pour répondre à Julien, est-ce qu'une activité qui démarre, ça vaut le coup de se mettre en SAS, sachant qu'il y aurait au début 2 individus, un gérant et l'associé majoritaire? Alors, le choix de la forme sociale, donc en gros SAS, SARL, SA, SCI, etc., va dépendre de plusieurs choses. En gros, la question va être, quel est votre projet? Est-ce que le projet va simplement de mettre en commun de la connaissance, des biens et des moyens, auquel cas on est plus sur une configuration type société de personnes? Maintenant, si ça va être pour réellement réaliser un développement de la société et monter en puissance par la suite, la SAS est aujourd'hui la forme juridique, la forme sociale la plus souple. Pour la petite information, 60% des sociétés créées aujourd'hui sont SAS. L'idée, c'est que c'est la moins contraignante. Maintenant, comme je vous dis, ça va dépendre des considérations individuelles, comme on l'a vu juste précédemment. Le choix de la société, de la forme sociale, va aussi et surtout dépendre du contexte juridique individuel des associés. Vous voyez, parce que ça peut entraîner, s'ils sont mariés notamment, différentes considérations dans le fonctionnement, dans la stabilité et la transmission de l'entreprise. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Julien. Autre question. Actuellement porteur de projet, donc de Cyril, actuellement porteur de projet, je suis marié sous le régime de la communauté et envisage la création d'une SAS avec 4 associés. La holding est-elle la meilleure solution de protection ou une modification du régime matrimonial est-elle plus propice? Alors, il y a plusieurs questions dans cette même question. Ça va être du coup très difficile de répondre comme ça de prime abord, parce que la holding et la modification du régime matrimonial vont eux-mêmes, doivent eux-mêmes être mis sur un plan différent. Le régime matrimonial va être des solutions juridiques au niveau de l'individu, et la mise en place d'une holding va être une solution juridique au niveau de l'outil professionnel. Avant de mettre en place une solution d'ordre professionnel, il faut d'abord que les individus soient quant à eux juridiquement aptes. Donc le premier temps sera forcément de prendre en considération votre situation personnelle et notamment de réaliser un changement de régime matrimonial au préalable, parce que quoi qu'il en soit, le régime matrimonial le plus adapté aux créateurs d'entreprise et chefs d'entreprise est un régime de séparation. Après, je vous ai cité les séparations de biens pure et dure, séparation de biens avec société d'ACquet, si vous souhaitez quand même qu'il y ait, une union de biens et de gestion sur un ensemble de biens, ou de participation aux acquets. Ça, je vous laisse vous rapprocher de votre notaire parce que c'est l'expert le plus compétent pour d'une part revenir sur ce sujet et trouver la solution qui est la plus propice dans votre cas. Sachez tout de même qu'il faut attendre minimum 2 ans entre la date du dernier mariage ou, entre guillemets, la date du dernier changement de régime matrimonial pour changer à nouveau de régime matrimonial. Donc déjà, il faut respecter ce délai de 2 ans. Et en plus de ça, en termes de coûts, ça va dépendre s'il y a déjà eu des biens communs qui ont été acquis depuis le mariage. Donc en gros, d'abord, prenez en considération et réglez le sujet de la personne juridique. Et ensuite, pour la holding, pareil, là je n'aurai pas le temps de rentrer dans le sujet, mais je vous invite à me contacter dans la mesure où c'est pareil, ça doit prendre un ensemble de considérations en place. Donc ça peut être une bonne chose, mais c'est pareil, il faut prendre en contexte l'ensemble de votre situation.
Alors, j'ai d'autres questions, notamment de Mazin. Si le mariage a été contracté, est-il aussi simple de faire un contrat pour se protéger a posteriori et quelles sont les démarches? Donc, comme je disais juste avant, déjà les conditions, c'est d'avoir déjà attendu 2 ans entre la date du mariage, la date du dernier changement de régime matrimonial pour changer à nouveau de régime matrimonial. Les démarches, l'expert, le compétent et habilité pour réaliser un changement de régime matrimonial, c'est le notaire. Donc, je vous invite à vous rapprocher du coup du notaire, soit que vous avez ou par recommandation ou autre. Pareil, n'hésitez pas, nous avons des notaires pour vous accompagner sur ces questions. Et par contre, concernant le coût, comme je disais, en fait, ça va dépendre déjà des biens qui sont communs et donc du coup sur lesquels il va devoir réaliser une opération. Bruno, pouvez-vous rappeler en raccourci les intérêts de la superposition d'une holding ainsi que le statut adéquat? Alors, c'est très drôle que vous parlez de ça, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis moi-même sur la fin de mon livre sur la holding pour le grand public. Donc c'est un sujet que j'aimerais rentrer, mais j'ai peur du coup de prendre beaucoup de temps et de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Mais en gros, lorsque les intérêts pour avoir une holding sont diverses natures. Vous avez des intérêts qui sont juridiques, notamment pour protéger le patrimoine personnel en créant un outil, un groupe de sociétés qui, quant à lui, aura plus de poids dans les négociations, notamment auprès de votre banquier, mais aussi pour limiter son intervention. Il va y avoir des intérêts financiers et fiscaux, hein, parce qu'on va être vraiment dans le cadre où on va être de société à société, donc de société opérationnelle à la société interposée, et auquel cas les considérations financières sont réellement en faveur de la holding, quand bien même, pour rappel, une solution ne peut être choisie que pour ses intérêts, ou principalement pour ses intérêts fiscaux et financiers. Là, c'est pareil, donc ça sera vraiment dans le cadre d'un développement de société. Il faut vraiment que ce surplus de liquidité soit réutilisé pour un intérêt professionnel, pour toujours pareil, être dans le cadre de l'objet social de la société. Et enfin, aussi euh, euh, des intérêts opérationnels pour centraliser, mutualiser l'ensemble des opérations de plusieurs filiales, par exemple. Maintenant, quelle est la forme juridique? Donc là, c'est pareil, ça va être compliqué de prime abord de vous dire, hein, parce que ça va être vraiment une analyse au cas par cas, au niveau des associés, de la société opérationnelle et de la société holding. Donc malheureusement, là, je ne peux pas vous dire parce que ça serait faire un raccourci peut-être dangereux pour vous dans votre prise de décision. Donc c'est pareil, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse regarder de plus près votre situation. Jean-Michel, je m'apprête à acheter une société. Celle-ci a eu un bilan négatif il y a quelques années. Est-ce grave? Alors, notamment, je pense que ça fait écho à la faute de gestion. Euh, La faute de gestion, en fait, prendre des mauvaises décisions, enfin des mauvaises décisions, que sa société ferme, ce n'est pas en soi un motif en disant que vous avez mal agi. D'accord? On peut, tout chef d'entreprise, moi le premier, peut prendre des décisions qui malheureusement ne sont pas profitables pour l'entreprise parce que entre le gain escompté et finalement la réalité des faits, ça n'a pas été le cas. D'accord? Il faut simplement que, d'une part, il y ait cette conscience que l'opération était négative et que vous avez mis en place des actions coercitives. Donc en gros, vous avez corrigé le tir, soit en arrêtant par exemple des investissements à perte, soit en ayant recalibré vos investissements sur d'autres sujets, ou même arrêté ces investissements, et puis que vous aviez stabilisé la situation. Donc je pense que voilà, il ne faut pas s'arrêter sur en gros, je suis sous le coup d'une faute de gestion parce que j'ai eu un bilan négatif. Ça arrive, hein. Par exemple, une société qui s'endette, bien évidemment que les premières années, ça va être une courbe en J, comme on dit. Donc les premières années, on va être dans le négatif, mais l'intérêt va être de remonter par la suite. Il faut vraiment qu'il y ait une logique, une vision de la société et non pas juste des opérations négatives qui sont dénuées de sens. Donc voilà, Cyril, merci pour cette analyse et ce retour. Le calendrier est donc très important et à maîtriser. Alors en effet, c'est bien de le rappeler, car j'ai tendance à dire que quand on est chef d'entreprise, comme je disais, c'est pas un métier comme les autres, dans la mesure où, bien évidemment, au-delà de la difficulté même de l'activité sur laquelle on est, pour le coup, moi je suis sur des activités d'ingénierie patrimoniale, donc du conseil juridique, fiscal et financier notamment, mais il y a même une gestion de la société en elle-même. Par exemple, je prends une petite anecdote, devoir constituer une assemblée générale, donc rédiger des papiers d'assemblée générale
ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait, je n'ai jamais réalisé auparavant, mais je suis dans l'obligation de le faire. Et si je ne le fais pas, c'est une faute dans le sens où j'ai négligé mes devoirs en tant que dirigeant. Donc ça, c'est sur l'aspect pro, mais même sur l'aspect perso. Si je partage ma vie avec quelqu'un et que je me marie et que du coup, les actions, enfin, les décisions que je vais prendre a posteriori de ce mariage vont entraîner la dépense d'argent commun. Donc, si par exemple je décide de me marier et d'acheter une société par la suite, cette société sera commune. Donc, en effet, le calendrier est important, mais je vous invite même à revenir sur la matrice que je vous ai présentée au tout début. Regardez, je vais faire un retour ici. Cette matrice, pour moi, est une clé de succès dans la démarche d'un chef d'entreprise. Il y a donc la dimension juridique, tout d'abord, sociale ensuite et patrimoniale enfin. Et l'ordre des questions doit donc être au niveau tout d'abord de l'individu, de la société et enfin de la croissance. Vous voyez, il y a vraiment un ordre. Quand bien même vous ne respectez pas cet ordre, ça peut très bien se passer par ailleurs, mais pourquoi compter sur la chance alors que des outils existent et l'information est disponible notamment. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que c'est en cours. Et je vous en prie, tout plaisir est pour moi. Je vois que c'est en train d'écrire, donc je vais attendre avant de reprendre un sujet. Certainement des questions, j'imagine. Alors, du coup, j'en profite quand même pendant que vous écrivez, donc je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions, mais qu'est-ce que je peux rajouter notamment sur ce qu'on a vu? Il y a un point sur lequel réellement j'aimerais revenir, c'est qu'il y a beaucoup notamment de personnes qui créent leur société en entreprise individuelle et qui sont au début un peu paumées et qui reçoivent beaucoup de publicité, notamment sur du démarchage. Sachez que l'inscription en tant qu'entrepreneur individuel est gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez créer votre entreprise de freelance, par exemple, ou profession libérale, quelle qu'elle soit, attention parce que la déclaration est gratuite. Si vous subissez un démarchage vous demandant de payer pour la déclaration, c'est, alors pas forcément une arnaque, mais tout du moins une société qui essaie de profiter de la situation. Voilà, par exemple, ça c'est un retour d'expérience que j'ai eu pour des clients. Alors j'ai une question de Julien. Combien coûte la constitution d'une SAS, greffe, plus capital social minimum? Alors, déjà, c'est bien de savoir qu'il y a, lors d'une constitution de société, un capital social minimum. Ça va dépendre des sociétés. En SAS, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Dans la mesure où il faut 1 euro, enfin voilà, il faut au moins un minimum d'une centaine d'euros, je dirais, dans l'idée. Tout en sachant que, pareil, petit sujet, le capital social, parfois jouit, comment dire, de fantasmes. À quoi sert le capital social? C'est déjà d'acter la constitution de la société, mais aussi d'être garant de crédibilité auprès des sociétés sur lesquelles vous allez vous rapprocher, avec lesquelles vous faites du business, fournisseurs et clients. Sachez que le capital social que l'on met dans sa société n'est pas bloqué. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte bancaire à part, parce que la société, comme l'entreprise individuelle, exige d'avoir un compte bancaire dissocié de la personne physique, donc du coup de l'individu, et que vous allez donc déposer ce capital, et qu'ensuite ce capital, vous allez pouvoir le libérer, donc l'utiliser. Donc n'ayez pas peur de mettre de l'argent sur le capital social, dans la mesure où vous allez par la suite pouvoir le récupérer pour financer notamment l'activité. Donc, pour répondre à Julien, le capital social, ça va dépendre de vous, mais vous pouvez très bien le déposer au minimum possible. Et concernant les frais de greffe, ça va être alors de l'ordre de, alors attendez, 150 euros, je crois avoir eu entre 150 et 450 euros hors taxe. Je sais que la fourchette est large,
Mais en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de l'activité sur laquelle vous êtes. Est-ce que c'est une activité réglementée ou pas réglementée? Donc là, on va être sur les coûts de formalité, donc minimum 150 € hors taxe et 450 € hors taxe, donc la fourchette pour les formalités, donc pour le greffe, en gros. Et comme je vous dis, ça va dépendre aussi du nombre d'activités que vous mettez en place et aussi si vous faites appel ou non à un professionnel du conseil, notamment pour la rédaction des statuts. Parce que qui dit SAS, qui dit statut juridique pour la société que vous devez rédiger, donc il existe des exemples disponibles maintenant en ligne. J'alerte quand même sur comment dire, sur le fait de passer par ces sociétés. Si vous êtes en SASU, donc SAS, mais tout seul, donc SASU unipersonnel, si vous êtes tout seul, ok. Si vous êtes deux, enfin dès que vous êtes plus de 1 finalement, la rédaction des statuts de la société sont essentiels. Parce que l'objectif va être donc de régler les différentes, enfin régler, de rédiger les différentes règles qui vont s'appliquer entre associés. Donc pour moi, ça serait dangereux de faire une économie sur la rédaction des statuts lors du dépôt des sociétés. Donc, en clair, pour Julien, pour le greffe, entre 150 et 450 € hors taxe, compte tenu notamment des activités que vous allez déclarer, réglementées ou non. Capital social à partir de 1 €, quand bien même le capital social est récupérable par la suite, hein, pour information. Et quand même précision, si vous êtes en SS avec d'autres personnes, je vous invite tout de même à passer par un avocat en droit des affaires, qui est le spécialiste en la matière, pour réaliser des statuts. Le pacte d'actionnaires, quant à lui, pourra être rédigé aussi par la suite, pour peaufiner, on va dire, vraiment les règles discrétionnaires entre vous et votre associé le cas échéant. Alors, ensuite, alors, Caro, mon ordinateur s'est éteint, pouvez-vous répéter votre réponse? Je vous invite du coup à télécharger le document et revoir en replay, comme ça vous aurez le temps de revoir la réponse. Jean-Michel aussi, je vous invite à faire la même chose. Je me permets du coup d'avancer sur les autres questions. Julien, les statuts chez un avocat ou chez un comptable? Alors, du coup, je vois que Cyril a pu répondre, donc tant mieux. Donc, c'est là aussi où il y a un réel enjeu pour mon réseau d'experts, hein, quand même, je le recite. On a une démarche structurée, comme vous pouvez le voir sur le slide, la thématique entre juridique, social, patrimonial, mais aussi en termes de niveau entre individu, société et croissance. Donc notre rôle est de répondre à ces questions, soit de manière directe quand on le peut, typiquement moi en tant qu'ingénieur patrimonial, mais aussi à travers un ensemble de professionnels compétents. Et comme vous venez très clairement de le montrer, le premier sujet, c'est déjà de trouver la question et de savoir qui est en capacité d'y répondre. Pour toutes les questions d'ordre juridique, ça va être l'avocat. Maintenant, il y a différents avocats. Vous avez le droit des affaires, le droit fiscal, le droit social. Donc en gros, pour rédiger les statuts d'une société, l'expert habilité le plus compétent de prime abord est l'avocat en droit des affaires. Ceci dit, certains experts comptables proposent aussi la rédaction de statuts. Certains notaires aussi sont aussi habilités à réaliser les statuts d'une société. Oriane. Oui, voilà, exactement, comme je disais. Alors, dans le monde du coup des professionnels du conseil en gestion de patrimoine, vous avez donc l'avocat, l'expert comptable, le notaire, l'ingénieur financier ou l'ingénieur patrimonial que je représente et l'ingénieur social du coup, qui représente mon associé Kevin qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Et l'idée va être de créer une transversalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, je suis ingénieur patrimonial que je ne peux pas vous aiguiller sur le choix de la forme sociale. Quand bien même le choix de la forme sociale, l'expert comptable est habilité pour réellement vous accompagner dans la prise de décision. Donc il y a une réelle interprofessionnalité qui se fait entre tous ces métiers. Donc l'idée c'est de savoir aussi à qui poser la question, quand bien même certains peuvent aussi y répondre. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir pour moi de répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que j'ai pu être clair et concis concernant notamment le temps qui m'était imparti. Voilà, donc au plaisir de pouvoir vous accompagner et répondre notamment à d'autres questions si vous le souhaitez. Bonne journée à vous.